Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, les ministres égyptiens, algériens et tunisiens se sont rencontrés aujourd'hui au Caire sur la crise en Libye. Là, ma première question, quelle est la situation actuelle en Libye? La situation actuelle, nous sommes en face de dissension, en effet. C'est-à-dire qu'il y a presque deux gouvernements, il y a deux forces, en fait, qui sont en conflit. Et que la situation, il y a certainement, sans oublier les tribus, il y a des tribus, par exemple, partisanes de telle ou telle force. Et jusqu'à maintenant que la population libyenne est presque absente de la scène. Et ce qui, en fait, rend la tension, c'est-à-dire la tension ne cesse de monter. Et je pense que actuellement, c'est que tous les pays, il y a beaucoup de conférences, en fait, qui sont tenues pour discuter la situation libyenne, mais jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas dire que la stabilité revient au pays. Là, il y a les trois pays qui ont des frontières, ou bien, voilà, qui ont des frontières avec la Libye. Je parle de l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie. Alors, rejettent toute ingérence étrangère dans le pays. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui essayent de faire le chaos en Libye? Absolument, il y a beaucoup de pays qui guettent la Libye, vu certainement les ressources et la richesse, en fait, naturelle dont jouit la Libye. Il y a beaucoup de pays qui ont intérêt, même, c'est-à-dire qui entourent. Et le problème également, c'est que par chaque force, par exemple, parmi les forces belligérantes ou bien en conflit, chacune de ces forces, certainement, est soutenue par des puissances étrangères. Et c'est ça vraiment qui est à l'origine de l'embrasement de la situation. Et que on le sait très bien que et ça va continuer parce que regardez par exemple à un moment donné on a parlé de la Turquie parce que la Turquie soutenait quand même une de ces deux forces et aussi pour l'autre force elle est soutenue par les pays européens, la France, l'Angleterre et ainsi de suite et les États-Unis même maintenant. Et il y a aussi la Russie également qui entre sur la scène. Et enfin la question en effet c'est que quand il y a une instabilité dans le pays, certainement, ça attire les puissances étrangères. Et aussi, étant donné que la Libye, il ne faut pas oublier ça, c'est que jusqu'à maintenant, il jouit d'une richesse pétrolière, à titre d'exemple, et d'autres richesses naturelles. Quel est, à votre avis, quel est le bon chemin qu'on doit faire pour résoudre la question de la Libye? C'est une bonne question, mais c'est une question en fait qui ne touche pas seulement la Libye, qui touche également tous les pays arabes. Regardez jusqu'à maintenant, quand on constate les pays arabes, certainement, et principalement la Libye, il n'y a aucune différence entre le présent et le passé. C'est-à-dire que aucun pays arabe n'échappe en fait à ce conflit, enfin parfois des conflits entre les sectes. Regardez par exemple, il y a un conflit entre chiites et sunnites. Jusqu'à maintenant, ça remonte en fait à l'époque islamique jusqu'à nos jours. Et puis après, regardez la même chose par exemple au Liban, on l'a vu, hein. C'est-à-dire que les chrétiens, les musulmans et entre les musulmans eux-mêmes. Et puis après, par exemple au Yémen, il y a les Houthis, il y a les sunnites également. Et on a vu ça même en Syrie, il y a les Druzes, puis après les sunnites. Et partout dans les pays arabes. Je dis que c'est le même scénario, mais peut-être en Libye, c'est le scénario après, par exemple, le départ d'une dictature, à titre d'exemple. Là, vraiment, les conflits anciens commencent à renaître et aussi une chaîne interminable de conflits, ce qui certainement porte un coup fatal à la stabilité du pays. Et maintenant, c'est la seule force, en fait, qui reste toujours absente presque dans tous les pays, c'est la population et le peuple. Le peuple, qui est toujours la victime, qui est en proie à ces conflits. Et c'est ça vraiment le scénario qui est dominant actuellement. En Libye et au Soudan également. Parce que quand on regarde le conflit au Soudan, c'est un conflit qui n'est pas entre, par exemple, une force nationale et une puissance étrangère. Non. C'est entre toujours les forces nationales. Et bien sûr, il y a une intervention des puissances étrangères. Et ce qui est pire aussi, c'est que parmi les puissances étrangères qui interviennent, par exemple, sur la scène soudanaise, il y a une puissance arabe. Vous voyez? Non, c'est ça c'est le monde arabe.
Alors comment l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie pourraient aider à résoudre le problème en Libye, à trouver une solution, puisque ce sont les trois pays voisins. La diplomatie égyptienne jouit d'une renommée, c'est-à-dire que régionale et mondiale. C'est-à-dire que tout ce qu'elle peut faire, la diplomatie égyptienne, c'est de réconcilier les belligérants. La réconciliation entre les belligérants. C'est calmer en fait la situation. C'est le seul moyen, comme par exemple elle l'a fait au Soudan. Elle l'a fait aussi quand il y a un conflit, par exemple même en Irak et partout. L'Égypte, la diplomatie égyptienne aussi s'érige en réconciliateur entre les belligérants. Une médiateur. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que elle a fait preuve de succès sur la crise de Gaza actuellement. Or, certainement, quand la diplomatie égyptienne propose une solution et que la solution, par exemple, est bien accueillie par toutes les puissances étrangères, on voit que l'Israël a tout fait voler en éclats. Et c'est ça le problème. Et c'est le même cas pour le Soudan. Oui, bien sûr, c'est au Soudan, bien sûr. Regardez, c'est au Soudan. Il y a même ici des puissances étrangères, je dis même puissances arabes, quant à le mot étrangère, je dis même arabes, qui profitent de la situation pour acquérir des gains, pour acheter des terres, pour faire des projets, par exemple. Et là, certainement, c'est que les belligérants, il y a des belligérants qui sont prêts toujours à vendre leurs terres afin de gagner, à acheter des armes, ce qui certainement contribue à rendre l'ombragement beaucoup plus violent, beaucoup plus fatal. J'aimerais bien savoir votre analyse pour la visite du directeur général de l'AIEA et en même temps le ministre iranien des Affaires étrangères aujourd'hui en Égypte. Écoutez, c'est ça prouve la médiation justement. Maintenant, l'Égypte, on le sait très bien que l'Égypte joue ainsi le rôle de réconciliateur, un médiateur sur le problème de l'Iran avec l'AIEA, étant donné que l'AIEA, par exemple, auparavant, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis de l'AIEA qui prouvent que ici, c'est que pour l'Iran, jusqu'à un moment, il y a toujours le risque nucléaire, mais on le sait très bien qu'l'Iran a été acculé, en fait, lorsque les États-Unis, à l'époque, au cours du premier mandat de Trump, lorsque les États-Unis sont retirés complètement des accords, l'Iran certainement avait un intérêt à rompre, c'est-à-dire à sortir, à renoncer à ses engagements dans cet accord, et que actuellement, mais l'Iran, vu la situation actuelle, a besoin quand même de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que pour des objectifs certainement pacifiques. Or, il semble que l'Iran certainement a dépassé un certain stade, et c'est pour cela qu'on tire la sonnette d'alarme. Un certain stade, c'est-à-dire il y a toujours un certain pourcentage, une certaine limite, au-delà de laquelle l'Iran ne doit pas en fait passer. Et la situation actuelle, c'est que l'AIEA et l'Égypte jouent le rôle de médiateur afin de mettre un terme, en effet, à cette tension entre l'Iran d'un côté, aussi les États-Unis. Mais je pense que la tension entre les États-Unis et l'Iran s'est de loin calmée. Or, la tension reste toujours entre l'Iran et Israël. Je vous remercie beaucoup parce que malheureusement c'est la fin de notre émission. Je remercie Dr Essam Abdelfattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.